Bonjour, je me présente, je suis Franck Touret, enseignant de droit civil au sein de la prépa ISP. Nous allons dans le cadre de cette vidéo revenir sur le sujet de droit civil tel qu'il a été proposé à l'examen du CRFPA lors de la session 2023. J'aurai dans le cadre de cette vidéo quelques mots d'abord en guise d'introduction, puis nous vous proposerons des éléments de correction du sujet, étant précisé que l'intégralité de la correction de ce sujet est réservée à nos étudiants inscrits dans le cadre de la prépa. Alors, que peut-on dire déjà sur ce sujet au titre des remarques générales, puis nous verrons ce qu'il convenait de ne pas faire et ensuite ce qu'il convenait de faire. Que peut-on dire déjà sur ce sujet? De manière générale, il ne s'agissait pas d'un sujet extrêmement difficile. Je parle bien de manière générale. En effet, c'était une difficulté que l'on pourrait qualifier ici de mesurée. Oui, il y avait des points qui étaient difficiles, néanmoins, dans son ensemble, il ne s'agissait pas d'un sujet très difficile. Et en réalité, la plus grande difficulté, à mon sens, en droit civil, c'est l'étendue du programme. En effet, en droit civil, vous avez un programme qui est extrêmement large. Vous êtes aussi bien interrogé sur le droit des biens, les contrats spéciaux, ou le droit des personnes et de la famille, ainsi que le droit des sûretés. Et rien que sur ce point, c'est un élément de difficulté, dans la mesure où il va y avoir un jeu de qualification qui est extrêmement important en droit civil. Et ça teste dans le cadre de ce cas pratique, puisque la première question déjà était une question de qualification. On avait d'un côté le régime du concubinage et de l'autre le régime du bail qu'il fallait donc ici concilier. Et on voit le travail de qualification qu'il fallait opérer ici entre ces deux régimes juridiques. Donc c'est pour cette raison qu'à mon sens c'est une des difficultés principales en droit civil, c'est l'étendue du programme. Mais spécifiquement maintenant pour ce sujet 2023, à mon sens, la principale difficulté, c'est justement le cas pratique en matière de régime matrimonial. Ici, on est sur un régime matrimonial spécifique et on est sur le régime de la séparation de biens. En effet, toute la deuxième partie du cas pratique, qui est sur 12 points, était relative à une question liée à l'application des régimes matrimoniaux et en l'occurrence le régime de la séparation de biens. Néanmoins, nous avions tout à fait préparé nos étudiants l'an dernier à ce type de cas pratique à travers notamment un cas pratique extrêmement méthodique sous l'angle des régimes matrimoniaux, parce qu'en réalité, mais comme d'ailleurs tout le droit civil, ce n'est qu'un jeu de qualification, de déterminer à qui appartient le bien, est-ce que c'est un bien propre de l'un, de l'autre époux, ou est-ce qu'il s'agit d'un bien commun ou d'un bien en indivision, selon le choix du régime matrimonial. Et ici, c'était vraiment l'objet de la deuxième question, c'était d'abord de qualifier, et dans un deuxième temps, de procéder au rééquilibrage des différents patrimoines. Donc à mon sens, c'était aussi la difficulté en l'espèce pour ce cas pratique, c'était de traiter un cas en matière de régime matrimonial. Pour le reste du cas pratique, c'était extrêmement classique à résoudre. En effet, vous aviez d'abord du droit de la famille, ensuite du droit des biens à travers les régimes matrimoniaux notamment, et enfin, une question qu'on pourrait qualifier de extrêmement classique maintenant, c'est une question relative au droit de la vente et ici, il s'agissait en réalité d'une question, je pourrais même dire, extrêmement facile sur la garantie des vices cachés, avec néanmoins quelques incertitudes d'un point de vue factuel, notamment en ce qui concerne le point de départ du raisonnement en matière de garantie des vices cachés, point de départ ici de la garantir, c'était la seule difficulté. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire pour ce cas pratique ? Première chose, c'était de se précipiter dans la résolution et de ne pas envisager les subtilités du cas pratique. Je vous donne un exemple. Ici, on retourne toujours autour de cette idée de qualification. Ici, si on se précipite un petit peu sur la qualification sur le deuxième cas, de ne pas partir nettement de la qualification du sol, ça peut poser des difficultés parce que derrière, c'est le régime de l'accession qui a vocation à s'appliquer. Et donc, il va être propriétaire ici de la maison édifiée ainsi que de l'extension. Donc attention de ne pas se précipiter dans la résolution et donc de bien respecter toutes les étapes du raisonnement et notamment, mais je pense que vous commencez à le comprendre, cette étape de la qualification de la situation juridique. Ce qu'il ne fallait également pas faire pour ce cas pratique, c'était de ne pas répondre à toutes les questions. Alors vous allez me dire, oui, mais ça semble assez évident. Ici, on a première question qui est relativement claire en grand 1, ensuite on a 3 questions, et enfin une question pour le dernier cas pratique. Certes,
Mais il faut aussi lire attentivement chacune des questions. Je donne un exemple. Pour la première question, on nous précise d'envisager est-ce qu'il peut demeurer dans les lieux, et ensuite on nous demande quelles sont les formalités à accomplir. Donc attention ici de bien envisager, dans le cadre de la résolution, si oui ou non d'ailleurs, il convenait de réaliser certaines formalités. Donc attention ici, il fallait vraiment lire attentivement les questions. De même, il fallait aller en lire attentivement la dernière, ou les conséquences de l'occupation, et on nous précisait bien ici que c'était durant la procédure. Maintenant, qu'est-ce qu'il convenait de faire ? C'est le plus important. Il convenait d'abord de lire très attentivement l'énoncé. En effet, ici, on avait beaucoup d'éléments factuels qui pouvaient nous donner des indications, ou en tout cas qui nous permettaient de développer les mineurs. Je reviens sur cette idée-là. Dans le dernier cas pratique, nous n'avions pas clairement le point de départ de la découverte du vice pour appliquer le régime de la garantie des vices cachés. En effet, on nous dit qu'elle a acquis le bien en 2018 et que c'est quelques temps plus tard qu'il s'aperçoit des désordres. Donc on n'a pas ici précisément le point de départ du délai désormais de prescription en matière de garantie des vices cachés. Donc ici, ça méritait d'être extrêmement attentif. Deuxième élément, et là c'est extrêmement important, c'est justement toute cette question de la qualification de la situation juridique. En réalité, peu importe la matière juridique, que l'on soit en matière de contrats spéciaux, que l'on soit en matière de droit des biens, même je généralise à l'épreuve de procédure, il est extrêmement important en matière de juridique de toujours partir d'une qualification juridique. Même si ça semble une évidence, ici on nous dit qu'ils sont mariés, régime de la séparation de biens. Eh bien on va quand même le démontrer, il faut quand même poser les définitions pour justement derrière s'assurer que c'est le bon régime juridique et donc d'appliquer les règles de droit afférentes à cette qualification juridique. Ensuite, ce qu'il convenait de faire, c'est classique, de respecter les étapes du raisonnement juridique. C'est-à-dire de bien respecter, de bien s'assurer à chaque fois que toutes les conditions sont remplies et de vérifier au fur et à mesure que les conditions sont remplies pour aboutir à une solution. Enfin, et c'est extrêmement classique, il faut bien évidemment savoir gérer son temps. Ici, on est sur une épreuve d'une durée de 3 heures. Il convenait donc bien de respecter et surtout de bien répartir son temps de travail. Allez, on peut le faire proportionnellement. Ici, on a un barème qui nous est donné, 3 points pour la première question, on va aller assez vite. On voit que la deuxième partie, c'est sur 12 points. Ça veut donc dire quoi ? Qu'on va passer un peu plus que de la moitié du temps de l'épreuve. Et enfin, on passe un petit peu plus de temps que la première sur la dernière question, mais beaucoup moins de temps que le grand nombre. Et ce critère-là, bien évidemment, est à adapter après en fonction de ses connaissances. Envisageons maintenant les éléments de correction de ce cas pratique et envisageons les petites difficultés pour chacune des questions. Première question, premier cas pratique, c'est un couple, Pierre et Jean, qui vivent ensemble depuis 1 an dans un appartement qui a été pris à bail par l'un des, pour l'instant on va qualifier, de concubins, pris par l'un des concubins, à savoir Pierre. Il y a maintenant 4 ans pour se rapprocher de son lieu de travail. Malheureusement, leur relation amoureuse se dégrade car Pierre refuse de se marier. Vous voyez là, la qualification, on sait qu'ils ne sont pas mariés. À défaut de précision, on ne peut pas en déduire qu'il y a un pax, donc c'est qu'ils sont en situation de concubinage. Pierre décide donc d'y mettre un terme. Je vais avancer un petit peu vite. Pierre décide donc d'y mettre un terme et demande à Jean de quitter les lieux. Mais ce dernier se refuse. Là, s'il donne congé au bailleur, il va déménager. Question qu'on nous pose, Jean vient vous consulter. Donc on est petit d'une consultation, mais en réalité on est dans l'hypothèse d'un cas pratique classique et vous demande s'il peut demeurer dans les lieux. Et le cas échéant, quelle formalité il doit accomplir. On a ici 2 questions en une. C'est tout d'abord, est-ce qu'il peut continuer le bail et quelles sont les formalités ? C'est un petit peu aussi vous donner un élément de réponse. Si on vous demande les formalités, c'est qu'il peut très certainement continuer le bail. Et donc, la question qui est derrière, c'est est-ce qu'il doit finalement informer ou non le propriétaire du bien. Bon, quels étaient les éléments de correction ? C'était évidemment de partir ici de la situation de concubinage, classique, article 515-8, de préciser qu'en matière de concubinage, on ne retrouve pas la même règle qu'en matière de mariage, notamment de l'article 1751 du Code civil.
avec cette extension, et l'absence de transposition. Néanmoins, on trouve tout de même une certaine protection en la matière sur le terrain de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui est relative ici au baux d'habitation. En effet, cet article-là précise qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins 1 an à la date de l'abandon du domicile. Maintenant, vous vérifiez les conditions, c'est-à-dire concrètement, est-ce qu'il y a eu un abandon de domicile? Et là, vous utilisez les interprétations jurisprudentielles, notamment en la matière, et pour en conclure que ici, il pourra donc continuer le bail. Maintenant, reste à déterminer les formalités. A priori, ici, la loi de 89 n'envisage aucune formalité à l'égard ici du propriétaire. Néanmoins, il faut bien qu'il l'informe ici. Deuxième cas pratique maintenant qui était bien plus complexe sur ce terrain-là, c'est que Pierre, ici, on est dans une situation où Paul et Virginie, cette fois, sont mariés. Ils sont mariés depuis le 1er avril 2000 et ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Ils ont eu 2 enfants, Hector, qui est en 2008, et Achille en 2012, donc enfants nés pendant le mariage, application de la présomption de paternité. C'était pas une question dessus, mais on pouvait le déduire. Ils ont eu 2 enfants, ils sont un terrain, il a reçu une donation de la part de ses parents. Donc ici, dans le cadre d'une qualification juridique, Paul, a priori, est le propriétaire. Ils ont fait édifier, c'est extrêmement classique, en 2006, une maison pour constituer le logement familial pour un coût de 250 000 €, financé ici par l'héritage reçu par Virginie de sa grand-mère. En fait, ici, c'est quelque chose de très classique en droit maintenant, c'est de distinguer nettement d'un côté le droit et de l'autre la finance. Ici, le droit, il est propriétaire du sol, on le verra, ça va être l'accession, et donc distinguer de la finance qui a payé la construction de la maison. Ensuite, on a une hypothèse, extrêmement classique également en matière de régimes matrimoniaux, où il y a une construction, une extension à la maison, qui cette fois est financée par un emprunt, mais l'emprunt n'est remboursé que par d'un seul des époux, et non par l'autre. Ensuite, on nous précise qu'elle souhaite divorcer. On a 3 questions. Première question, et même si on ne vous l'avait pas posée, en réalité, vous auriez dû passer par cette étape du raisonnement. Vous auriez dû d'abord démontrer la qualification des biens à qui ils appartiennent. Deuxième question, c'est un peu la conséquence. La situation fait-elle naître une dette de l'un envers l'autre dans le cadre du règlement des intérêts pécuniaires des époux? Extrêmement classique. Enfin, et là on a une petite question qui se situe à mi-chemin de la procédure et du droit substantiel, à savoir, qui peut occuper le logement familial? Donc éléments de résolution, tout d'abord sur la question de la qualification, la nature des droits litigieux, on distingue ici le terrain et de l'autre, on distingue la maison et l'extension. D'abord, en ce qui concerne le terrain, il faut partir évidemment des articles 1536 et suivants du Code civil, qui finalement ne renvoient qu'à des questions probatoires en matière de propriété. Vous le savez, en matière de propriété immobilière, c'est une preuve quasiment impossible à rapporter, c'est la probatio diabolica. Il faut rapporter la preuve que l'on détient le bien de la part du véritable propriétaire. C'est quasiment impossible parce qu'il faudrait remonter la chaîne des propriétaires. Néanmoins ici, on a suffisamment d'éléments probatoires pour déjà dire qu'il est le propriétaire, puisqu'on nous précise qu'il l'a reçu en donation de ses parents. Donc il y a certainement eu un acte. Donc ici, pas de difficulté, incontestablement, Paul est le propriétaire ici du terrain. Maintenant, se pose une autre difficulté, c'est la question de la maison et de l'extension. Et ici, il convenait de faire jouer le jeu du régime de l'accession, à savoir l'article 555 et suivant, même de manière plus générale, les articles 551 et suivants du Code civil, et notamment une application jurisprudentielle, civile première, 15 mai 2008, en l'occurrence. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que par le jeu justement de l'accession, il va en devenir propriétaire. Donc la propriété ici des édifications, construites sur le terrain d'un autre, en intégrité, font qu'il va en devenir propriétaire. Civile première, 15 mai 2008, précise très nettement que dans le cadre d'un régime de la séparation de biens, l'immeuble, construit sur un terrain personnel d'un époux, devient de plein droit
par application du mécanisme de l'accession, propriété exclusive de cet époux. Il va un peu plus loin, il précise également, et c'est déjà anticipé sur la question suivante presque, que le conjoint qui a financé seul cette construction peut uniquement réclamer une indemnisation. Donc ici, finalement, c'est la solution qu'on doit retenir, c'est que le sol, la maison et l'extension sont la propriété de Paul. Ensuite, sur le règlement des intérêts pécuniaires, toute la difficulté ici de cette deuxième question, ça va être de déterminer est-ce qu'on va appliquer les règles de l'accession pour les évaluations et les rééquilibrages de patrimoine, ou au contraire, est-ce qu'on va appliquer les règles spécifiques aux régimes matrimoniaux et spécifiquement à la séparation de biens, c'est-à-dire les articles 1543, 1479 et 1469 du Code civil. La jurisprudence précise très nettement ici qu'il faut appliquer les règles relatives au régime matrimonial. Enfin, dernière question qu'il convenait de traiter, c'est dans le cadre de la procédure. La question est en fait réglée par l'article 255 du Code civil qui renvoie à la compétence en réalité du juge aux affaires familiales qui peut statuer sur les modalités de la résidence séparée. Néanmoins ici on a une particularité réglée par la jurisprudence, c'est que si c'est Paul qui occupe le logement, on a une difficulté, c'est qu'il est également propriétaire du logement. Donc la jurisprudence a précisé que dans ce cas-là, il ne pouvait pas être redevable d'une indemnité. Également, maintenant parce que la question est posée dans les deux sens, si cette fois c'est Virginie qui occupe le logement et qui serait redevable d'un loyer, on pourrait envisager ici aussi la question des obligations alimentaires, de l'obligation d'entretien notamment, à l'égard des enfants, et ça pourrait être un moyen pour Paul, en tant que propriétaire, de laisser le logement à sa femme et à ses enfants, parce qu'on a deux enfants ici, Hector et Achille, en guise de règlement d'une pension alimentaire. Enfin, dernière question qui nous est posée, qui était très très facile, sur la situation de Virginie et François. Donc on avait Virginie en 2018 qui a vendu un appartement situé à Paris, en vendant visiblement à un prix inférieur à celui du marché, puisqu'elle fait un effort. Néanmoins, l'acquéreur, François, s'aperçoit par la suite qu'il y a des difficultés. Là, bon, c'est la présence de la mérule, c'est un champignon, c'est un classique en matière de garantie des vices cachés. Et on a une expertise qui conclut bien que c'était antérieur à la vente. Bon, pas de difficulté ici, on nous donne tous les signes, on a tous les indicateurs pour justement pouvoir appliquer la garantie des vices cachés. Donc ici, il suffisait d'appliquer les articles 1641 et suivants du Code civil sans difficulté. Avec cette incertitude, c'est est-ce que l'action ici ne serait pas prescrite dans la mesure où la vente a lieu en 2018, bon, c'est pas le point de départ, mais qu'on nous précise seulement qu'il découvre quelques temps plus tard. Et c'est extrêmement imprécis, donc vous envisagez ici les deux hypothèses, soit l'action est prescrite, soit l'action n'est pas prescrite. En conclusion, que peut-on dire de ce cas pratique et de manière générale du cas pratique en droit civil? Oui, il faut des connaissances, incontestablement. Également, il faut de la méthode, mais surtout, ce qui est extrêmement important, et c'est un peu la conséquence de la méthode, c'est qu'il faut partir en droit civil de la qualification de la situation, et de bien qualifier la situation, parce qu'on a souvent des régimes juridiques qui vont s'entremêler, et ça va être la difficulté. Exemple, la première question, c'était d'articuler le régime du concubinage avec le régime des baux d'habitation. J'en ai terminé avec cette correction, et je vous remercie. Au revoir.